Bonjour Franck Matzon. Bonjour Nicolas. Semaine des Nobel. Aujourd'hui, c'est le prix Nobel de littérature qui sera dévoilé. Demain, le prix Nobel de la paix. Pas de favori pour ce dernier, mais une très longue liste de postulants, dont l'espéranto. Une langue internationale inventée il y a plus d'un siècle, encore parlée aujourd'hui. Oui, il y aura même 5 millions d'espérantophones dans le monde, dont 100 000 qui maîtrisent parfaitement la langue, plusieurs milliers en France. C'est le Polonais Zamenhof qui a inventé l'espéranto. Il voulait précisément mettre fin aux incompréhensions, aux malentendus générateurs de conflits. Et cette langue construite a résisté au temps. Le nombre de locuteurs se maintient, il augmenterait même grâce à Internet. Bref, l'espéranto respire encore et c'est une sorte de monde parallèle dans lequel je vous emmène, Nicolas. Donc les corrélatifs en am, ça veut dire quoi? Am, c'est le temps. Donc ciam, toujours. Neniam, jamais. Je m'appelle Axel Rousseau, je suis professeur d'espéranto, j'ai 30 ans et j'ai commencé à apprendre l'espéranto en 99. C'est une langue que j'utilise un peu plus chaque jour, donc pour moi c'est vraiment une langue plus vivante que n'importe quelle autre langue. L'espéranto est fait pour être facile et elle s'apprend entre 7 et 10 fois plus vite qu'une autre langue. Je me prénomme Jean-Yves, j'apprends l'espéranto donc depuis un an. L'intérêt de la langue, c'est que c'est pas rattaché à une nation, à une puissance économique, à une puissance politique. Ça permet de dépasser un peu le chacun pour soi, le chacun chez soi, de dépasser les frontières, Je m'appelle Emeric, j'ai 28 ans. Je fais de l'espéranto depuis à peu près 5 ans. À l'heure où on parle de mondialisation et toutes ces choses, ça serait bien qu'on ait un outil pour communiquer entre la terre entière, C'est un peu utopique comme ça. Moi, j'y crois un peu quand même, et c'est pour ça que j'essaye de faire vivre quand même ce rêve, Bruno Fleuchon, donc je parle espéranto depuis une quinzaine d'années. Au fur et à mesure des années, il y a énormément de littérature qui a été publiée en espéranto, beaucoup de musique, des groupes qui sont constitués. Il y a des codes, il y a des choses qui se mettent en place, donc c'est, on peut dire, une vraie culture. On trouve aussi des couples qui se sont formés grâce à l'espéranto et qui, très souvent, encore après plusieurs années de vie de couple, continuent à communiquer en espéranto. Je m'appelle Jesper, donc moi je suis danois. Je suis marié à Lisa que j'ai rencontrée il y a 14 ans. Nous avons maintenant 2 enfants, Marius qui a 3 ans et Flora qui a 1 an. Et ici chez nous, dans notre famille, nous parlons toujours en espéranto. C'est notre langue pour la vie de tous les jours, pour tout, pour s'habiller, pour manger, pour faire les courses. Tout est en espéranto. Les jouets sont étiquetés dans des caisses. Tout est en espéranto. Même si on apprend l'anglais pendant 15 ans, et si on arrive à parler cette langue très très bien, on est toujours en situation d'infériorité quand on parle avec un vrai anglais. Et avec l'espéranto, ce sentiment disparaît complètement parce que c'est une langue qui est beaucoup plus facile, qui fait que je me sens libre en m'exprimant en espéranto. Je m'appelle Véronique Bichon, ça fait 4 ans que je fais de l'espéranto et je suis enseignante. Pour l'instant, beaucoup d'obstacles se dressent sur le chemin de l'espéranto. Disons que les pouvoirs politiques pourraient ne pas mettre de barrières. Par exemple, ça fait des années qu'on demande à ce que l'espéranto soit une option au bac, ça a toujours été refusé. On a le sentiment, Franck, que l'espéranto n'a quand même jamais vraiment été pris au sérieux. Oui, d'abord, l'espéranto n'a jamais bénéficié de soutien politique fort. L'espéranto doit aussi affronter beaucoup de prévention dans l'opinion. On entend parler de langue sectaire, abstraite, mais aucune étude n'étaye ces préjugés. Au contraire, le seul rapport récent sur la question date de 2005, un rapport sur l'enseignement des langues étrangères comme politique publique. Et d'après son auteur, le professeur d'économie François Grain, l'espéranto présente beaucoup d'avantages, notamment financiers, si on décide de généraliser son enseignement en Europe. Comme ça permet d'économiser beaucoup de temps d'apprentissage, ça économise beaucoup d'argent au système éducatif, l'économie nette était au moins égale à 25 milliards d'euros par année. Un autre aspect pour lequel l'espéranto est très attrayant, c'est qu'il met tout le monde sur un pied d'égalité. Donc c'est une langue extrêmement équitable. Exercice 5. Bonjour Franck Matzon. Bonjour Nicolas. Semaine des Nobel. Aujourd'hui, c'est le prix Nobel de littérature qui sera dévoilé. Demain, le prix Nobel de la paix. Pas de favori pour ce dernier, mais une très longue liste de postulants, dont l'espéranto. Une langue internationale inventée il y a plus d'un siècle, encore parlée aujourd'hui. Oui, il y aura même 5 millions d'espérantophones dans le monde, dont 100 000 qui maîtrisent parfaitement la langue, plusieurs milliers en France. C'est le Polonais Zamenhof qui a inventé l'espéranto. Il voulait précisément mettre fin aux incompréhensions, aux malentendus générateurs de conflits. Et cette langue construite a résisté au temps. Le nombre de locuteurs se maintient, il augmenterait même grâce à Internet. Bref, l'espéranto respire encore et c'est une sorte de monde parallèle dans lequel je vous emmène, Nicolas. Donc les corrélatifs en am, ça veut dire quoi? Am, c'est le temps. Donc ciam, toujours. Neniam, jamais.
Je m'appelle Axel Rousseau, je suis professeur d'espéranto, j'ai 30 ans et j'ai commencé à apprendre l'espéranto en 99. C'est une langue que j'utilise un peu plus chaque jour, donc pour moi c'est vraiment une langue plus vivante que n'importe quelle autre langue. L'espéranto est fait pour être facile et elle s'apprend entre 7 et 10 fois plus vite qu'une autre langue. Je me prénomme Jean-Yves, j'apprends l'espéranto donc depuis un an. L'intérêt de la langue, c'est que c'est pas rattaché à une nation, à une puissance économique, à une puissance politique. Ça permet de dépasser un peu le chacun pour soi, le chacun chez soi, de dépasser les frontières, Je m'appelle Emeric, j'ai 28 ans. Je fais de l'espéranto depuis à peu près 5 ans. À l'heure où on parle de mondialisation et toutes ces choses, ça serait bien qu'on ait un outil pour communiquer entre la terre entière, C'est un peu utopique comme ça. Moi, j'y crois un peu quand même, et c'est pour ça que j'essaye de faire vivre quand même ce rêve, Bruno Fleuchon, donc je parle espéranto depuis une quinzaine d'années. Au fur et à mesure des années, il y a énormément de littérature qui a été publiée en espéranto, beaucoup de musique, des groupes qui sont constitués. Il y a des codes, il y a des choses qui se mettent en place, donc c'est, on peut dire, une vraie culture. On trouve aussi des couples qui se sont formés grâce à l'espéranto et qui, très souvent, encore après plusieurs années de vie de couple, continuent à communiquer en espéranto. Je m'appelle Jesper, donc moi je suis danois. Je suis marié à Lisa que j'ai rencontrée il y a 14 ans. Nous avons maintenant 2 enfants, Marius qui a 3 ans et Flora qui a 1 an. Et ici chez nous, dans notre famille, nous parlons toujours en espéranto. C'est notre langue pour la vie de tous les jours, pour tout, pour s'habiller, pour manger, pour faire les courses. Tout est en espéranto. Les jouets sont étiquetés dans des caisses. Tout est en espéranto. Même si on apprend l'anglais pendant 15 ans, et si on arrive à parler cette langue très très bien, on est toujours en situation d'infériorité quand on parle avec un vrai anglais. Et avec l'espéranto, ce sentiment disparaît complètement parce que c'est une langue qui est beaucoup plus facile, qui fait que je me sens libre en m'exprimant en espéranto. Je m'appelle Véronique Bichon, ça fait 4 ans que je fais de l'espéranto et je suis enseignante. Pour l'instant, beaucoup d'obstacles se dressent sur le chemin de l'espéranto. Disons que les pouvoirs politiques pourraient ne pas mettre de barrières. Par exemple, ça fait des années qu'on demande à ce que l'espéranto soit une option au bac, ça a toujours été refusé. On a le sentiment, Franck, que l'espéranto n'a quand même jamais vraiment été pris au sérieux. Oui, d'abord, l'espéranto n'a jamais bénéficié de soutien politique fort. L'espéranto doit aussi affronter beaucoup de prévention dans l'opinion. On entend parler de langue sectaire, abstraite, mais aucune étude n'étaye ces préjugés. Au contraire, le seul rapport récent sur la question date de 2005, un rapport sur l'enseignement des langues étrangères comme politique publique. Et d'après son auteur, le professeur d'économie François Grain, l'espéranto présente beaucoup d'avantages, notamment financiers, si on décide de généraliser son enseignement en Europe. Comme ça permet d'économiser beaucoup de temps d'apprentissage, ça économise beaucoup d'argent au système éducatif, l'économie nette était au moins égale à 25 milliards d'euros par année. Un autre aspect pour lequel l'espéranto est très attrayant, c'est qu'il met tout le monde sur un pied d'égalité. Donc c'est une langue extrêmement équitable. Exercice 6. Télérama. Passage en revue. Le débat des idées. Thierry Leclerc. Emmanuel Cos, bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Regard. Si je vous invitais, c'est pour nous parler d'un débat très intéressant que vous ouvrez dans le dernier numéro de Regard, autour d'une question, les transports publics doivent-ils être gratuits ? Alors ça peut apparaître comme une utopie, mais en fait la gratuité, on ne le sait pas vraiment, et la gratuité des transports en commun a été mise en place dans une douzaine de villes moyennes comme Compiègne ou Châteauroux, et des villes de droite comme de gauche, c'est ça ? Oui, absolument. En fait, c'est pas obligatoirement lié à un clivage gauche-droite. En fait, on a fait ce dossier parce qu'on était interpellé par l'expérience d'Aubagne, qui a promis, pendant la campagne électorale des municipales, il y a 1 an, de rendre les transports en commun gratuits à Aubagne. À Aubagne, c'est un réseau de bus. Donc maire communiste à Aubagne. À côté de Marseille, donc c'est assez intéressant. Et en fait, là, au mois de mai, ils l'ont rendu possible. Et à cette occasion, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de villes moyennes qui cherchaient à rendre gratuit leur transport en commun pour, au départ, une raison simple, c'est qu'ils ont des réseaux qui sont peu fréquentés, souvent assez vides, et qu'en même temps, ils sont très engorgés au niveau des embouteillages, du trafic routier. Et donc, une des idées Aubagne, c'était de faire baisser le coût du transport en permettant l'accès gratuit
à leur bus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Aubagne ne va pas s'arrêter là, parce que l'idée d'Aubagne, c'est de par ailleurs développer leur transport en commun, et notamment d'améliorer la relation entre Aubagne et Marseille. Donc à terme, ça va obliger à des investissements encore plus lourds. Et évidemment, c'est là où se pose la question de la gratuité, parce que au-delà même des questions techniques à résoudre, comme trouver de nouvelles recettes, développer certaines taxes, la question est de savoir si la gratuité, est-ce que ça vaut le coup et est-ce que vraiment c'est un besoin. Mais déjà, oui, la gratuité pour tout le monde, pour certaines catégories, parce que... Il y a déjà, oui, absolument, il y a déjà cette question, gratuit pour tout le monde, ou est-ce que finalement... Parce qu'on a aujourd'hui un prix unique pour tout le monde, qui est donc aussi injuste que la gratuité pour tout le monde. Donc on pourrait se demander si finalement il ne faudrait pas faire une gratuité en fonction... d'un revenu fiscal ou quoi que ce soit. Ça peut être, oui, les chômeurs, les revenus modestes. Voilà, faire un régime, on va dire un prix social et puis un autre prix pour le reste de la population. À Aubagne, comme dans les autres villes qui ont déjà mis ça en place, comme à Châteauroux, on estime que la gratuité c'est pour tout le monde et que on doit, que c'est pas là que se jouent les plus fortes inégalités en fait, à partir du moment où on offre ce service. Mais l'autre question, c'est surtout c'est la crainte, notamment des cheminots, sur la gratuité. C'est-à-dire qu'il y a une crainte de la gratuité des transports très forte, notamment parce qu'on associe la gratuité avec une histoire de la détérioration, d'une perte de valeur. Et c'est en fait le tabou le plus difficile qui a été difficile à lever pour les gens d'Aubagne, ça a été de convaincre et le personnel, mais aussi les usagers de ces transports, que la gratuité n'allait pas dégrader leur service. Vous voulez dire que c'est un fantasme plus qu'une réalité? En tout cas, à Aubagne, c'est un vrai fantasme. Est-ce que c'est le cas ailleurs? Il y a eu à peu près les mêmes craintes dans d'autres villes. Mais finalement, par exemple, on voit à Châteauroux, parce qu'ils ont commencé en 2001, ils n'ont pas eu plus de problèmes de dégradation sur leur réseau. Et notamment, même ce qui est intéressant, c'est qu'à Aubagne, en fait, il y aura plus de présence sur le réseau, puisqu'il y aura plus de contrôleurs, et ils ont engagé des agents qui sont dans les bus, qui vont être obligés aussi de travailler avec les usagers, de discuter, de voir où sont les problèmes, etc. Donc ça, c'est plutôt un fantasme, mais c'est aussi un fantasme intéressant qui est que dans l'inconscient collectif, il apparaît que payer pour les transports paraît assez logique. Alors même qu'en France, on a une culture de, par exemple, ne pas toujours payer pour l'éducation, de ne pas payer quand on va se faire soigner. On est quand même attaché à des valeurs assez simples de ce côté-là. Mais sur les transports en commun, la gratuité ne s'impose pas dans l'inconscient collectif. Et ça, je pense que c'est assez important. Donc c'est peut-être la question qui est trop générale, transport gratuit ou pas. Vous dites quoi? Vous dites c'est ni une utopie ni une fausse bonne idée, c'est au cas par cas, ça dépend des catégories, ça dépend des villes, c'est un débat complexe en fait, non? Ce que je vois en tout cas dans ce que j'ai essayé d'analyser, c'est que elle est possible la gratuité des transports en commun, elle est possible notamment dans des petites communes où le réseau est correct, de bonne qualité, donc bien pensé, parce que faut bien penser aussi que voilà, quand un réseau est mal fait, il va être mal utilisé. L'exemple d'Aubagne montre que c'est possible. En gros, jusqu'à quoi? 50 000 habitants de ce type d'agglomération? Voilà, 100 000 habitants. Après... Exercice 6. Télérama. Passage en revue. Le débat des idées. Thierry Leclerc. Emmanuelle Cos, bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Regard. Si je vous invitais, c'est pour nous parler d'un débat très intéressant que vous ouvrez dans le dernier numéro de Regard, autour d'une question, les transports publics doivent-ils être gratuits? Alors ça peut apparaître comme une utopie, mais en fait la gratuité, on ne le sait pas vraiment, et la gratuité des transports en commun a été mise en place dans une douzaine de villes moyennes comme Compiègne ou Châteauroux, et des villes de droite comme de gauche, c'est ça? Oui, absolument. En fait, c'est pas obligatoirement lié à un clivage gauche-droite. En fait, on a fait ce dossier parce qu'on était interpellé par l'expérience d'Aubagne, qui a promis pendant la campagne électorale des municipales il y a un an de rendre les transports en commun gratuits à Aubagne. À Aubagne, c'est un réseau de bus. Donc maire communiste à Aubagne. À côté de Marseille, donc c'est assez intéressant. Et en fait là, au mois de mai, ils l'ont rendu possible. Et à cette occasion, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de villes moyennes qui cherchaient à rendre gratuit leur transport en commun pour, au départ, une raison simple, c'est qu'ils ont des réseaux qui sont peu fréquentés,
souvent assez vides et qu'en même temps ils sont très engorgés au niveau des embouteillages, du trafic routier. Et donc une des idées Aubagne, c'était de faire baisser le coût du transport en permettant l'accès gratuit à leur bus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Aubagne ne va pas s'arrêter là, parce que l'idée d'Aubagne, c'est de par ailleurs développer leur transport en commun, et notamment d'améliorer la relation entre Aubagne et Marseille. Donc à terme, ça va obliger à des investissements encore plus lourds. Et évidemment, c'est là où se pose la question de la gratuité, parce que au-delà même des questions techniques à résoudre, comme trouver de nouvelles recettes, développer certaines taxes, la question est de savoir si la gratuité, est-ce que ça vaut le coup et est-ce que vraiment c'est un besoin. Mais déjà, oui, la gratuité pour tout le monde, pour certaines catégories, parce que... Il y a déjà, oui, absolument, il y a déjà cette question, gratuit pour tout le monde, ou est-ce que finalement... Parce qu'on a aujourd'hui un prix unique pour tout le monde, qui est donc aussi injuste que la gratuité pour tout le monde. Donc on pourrait se demander si finalement il ne faudrait pas faire une gratuité en fonction... d'un revenu fiscal ou quoi que ce soit. Ça peut être, oui, les chômeurs, les revenus modestes. Voilà, faire un régime, on va dire un prix social et puis un autre prix pour le reste de la population. À Aubagne, comme dans les autres villes qui ont déjà mis ça en place, comme à Châteauroux, on estime que la gratuité c'est pour tout le monde et que on doit, que c'est pas là que se jouent les plus fortes inégalités en fait, à partir du moment où on offre ce service. Mais l'autre question, c'est surtout c'est la crainte, notamment des cheminots, sur la gratuité. C'est-à-dire qu'il y a une crainte de la gratuité des transports très forte, notamment parce qu'on associe la gratuité avec une histoire de la détérioration, d'une perte de valeur. Et c'est en fait le tabou le plus difficile qui a été difficile à lever pour les gens d'Aubagne, qui a été de convaincre et le personnel, mais aussi les usagers de ces transports, que la gratuité n'allait pas dégrader leur service. Vous voulez dire que c'est un fantasme plus qu'une réalité? En tout cas, à Aubagne, c'est un vrai fantasme. Est-ce que c'est le cas ailleurs? Il y a eu à peu près les mêmes craintes dans d'autres villes. Mais finalement, par exemple, on voit à Châteauroux, parce qu'ils ont commencé en 2001, ils n'ont pas eu plus de problèmes de dégradation sur leur réseau. Et notamment, même ce qui est intéressant, c'est qu'à Aubagne, en fait, il y aura plus de présence sur le réseau, puisqu'il n'y aura plus de contrôleurs, et ils ont engagé des agents qui sont dans les bus, qui vont être obligés aussi de travailler avec les usagers, de discuter, de voir où sont les problèmes, etc. Donc ça, c'est plutôt un fantasme, mais c'est aussi un fantasme intéressant qui est que dans l'inconscient collectif, il apparaît que payer pour les transports paraît assez logique. Alors même qu'en France, on a une culture de, par exemple, ne pas toujours payer pour l'éducation, de ne pas payer quand on va se faire soigner. On est quand même attaché à des valeurs assez simples de ce côté-là. Mais sur les transports en commun, la gratuité ne s'impose pas dans l'inconscient collectif. Et ça, je pense que c'est assez important. Donc c'est peut-être la question qui est trop générale, transport gratuit ou pas. Vous dites quoi? Vous dites c'est ni une utopie ni une fausse bonne idée. C'est au cas par cas, ça dépend des catégories, ça dépend des villes. C'est un débat complexe en fait, non? Ce que je vois en tout cas dans ce que j'ai essayé d'analyser, c'est que elle est possible, la gratuité des transports en commun. Elle est possible, notamment dans des petites communes où le réseau est correct, de bonne qualité, donc bien pensé, parce que faut bien penser aussi que voilà, quand un réseau est mal fait, il va être mal utilisé. L'exemple d'Aubagne montre que c'est possible. En gros, jusqu'à quoi? 50 000 habitants de ce type d'agglomération? Voilà, 100 000 habitants. Après... Exercice 7. Nous allons consacrer notre débat de ce matin à la judiciarisation des rapports médecin-malade. Le juge s'est en effet invité dans cette relation. Ou plus exactement, il a été convoqué, le plus souvent par les patients, pour arbitrer des différends majeurs que connaissait cette relation. Le cas des médecins n'est d'ailleurs pas isolé. Ils n'ont fait que suivre les hommes politiques, les travailleurs sociaux, les hommes d'affaires, les juges eux-mêmes, dans ce phénomène général que l'on pourrait appeler la fin des immunités. Mais ici comme ailleurs, cette judiciarisation de la relation de soins n'est pas sans générer des effets pervers. Alors, que penser de cette implication du juge ? A-t-elle amélioré la qualité de la relation médecin-malade ? N'a-t-elle pas plutôt introduit de la méfiance et généré des stratégies défensives de la part du corps médical ? Ce sont les questions que l'on va se poser ce matin avec mes deux invités, Jean-Marc Morin, qui est magistrat mais qui est actuellement directeur des affaires juridiques
et des droits du patient à la PHP, c'est-à-dire à l'assistance publique hôpitaux de Paris, et qui en débattra avec le professeur Jean-Paul Chigot, qui est ancien chef de service du service de chirurgie viscérale et endocrinienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans lequel il a exercé depuis 40 ans, et qui a également exercer les fonctions de médecin conseil auprès du service juridique, c'est dire s'il est averti de ces questions. Mais d'abord, pour que les auditeurs se rendent compte, Jean-Marc Morin, quelle est la réalité de cette judiciarisation? Est-ce qu'il est exact qu'on a assisté ces dernières années à une intensification, à une augmentation des procès des malades contre leurs médecins? Bonjour d'abord. Bonjour. Je voudrais un peu remplacer le cadre du débat au niveau de la science publique Hôpitaux de Paris. La science publique Hôpitaux de Paris, c'est 37 hôpitaux, 90 000 personnes, 750 services, 1 million d'hospitalisations, 1 million de passages aux urgences, 14 millions d'actes médicaux et 36 000 naissances. Donc on voit bien qu'il y a quand même une activité extrêmement importante. Et en face de ça, les chiffres que j'ai depuis plus de 6 ans où je suis donc à ce poste, et 1250 à peu près réclamations ou plaintes par an. Donc il faut relativiser considérablement. C'est quand même extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Le phénomène de la judiciarisation... Et là-dessus, combien de poursuites pénales? Parce que c'est ça, finalement, qui hante la relation médecin-malade. Actuellement, le nombre de poursuites pénales à la PHP est de l'ordre de 5. Les médecins, eux, ils interprètent très mal tout ça. Et à chaque fois qu'il y a une réclamation, je vois des chefs de service, pourtant expérimentés, d'un certain âge, qui n'ont qu'une terreur, c'est d'être mis en cause en pénal. Alors que finalement, comme l'a dit Jean-Marc Morin, c'est tout à fait exceptionnel. Oui. Et ça, c'est également, il faut qu'on l'explique aux médecins, c'est pas seulement au public. C'est ça. Donc, oui, Jean-Marc Morin. Il y a une confusion claire dans l'esprit, et des journalistes d'ailleurs, et des patients, qui est qu'une plainte est pénale. C'est ça, parce que vous avez parlé de réclamation. Ce n'est pas le cas. Oui, si j'ai parlé de réclamation, c'est qu'il y a une vraie nuance. Mais alors, est-ce que, Jean-Paul Chigot, est-ce qu'une des difficultés de la médecine, des évolutions contemporaines de la médecine, c'est pas cette multiplicité d'intervenants? Il y a bien un patient, mais il n'y a pas en face un seul médecin. Il y a une équipe. Oui, mais ce que je pense aussi, c'est que, comme vous l'avez dit il y a un instant, c'est qu'effectivement, il y avait autrefois un couple médecin-malade qui était soudé par une relation de confiance absolue du malade envers le médecin. Et ce couple a été un petit peu violé par l'apparition d'autres intervenants, aussi bien des magistrats que des avocats, des médecins conseils, etc. Vous l'avez connu, cette relation, Jean-Paul Chigot? Oui, absolument. Mais c'était d'ailleurs, c'était a posteriori. On se dit que c'était pas bien, parce que c'était l'époque où, bien que l'information des malades fasse partie des devoirs éthiques depuis toujours, puisque dans le code d'Hammurabi, on en parle déjà, il n'empêche que l'information donnée par les médecins était totalement négligée, et que un chirurgien pouvait imposer un acte chirurgical, même s'il n'était pas justifié, sans la moindre discussion. Donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi une chose qui n'existait, qui a mis longtemps à apparaître, c'est la notion de faute médicale. Et moi, au début de ma carrière, on ne parlait jamais de faute médicale, alors que là encore, c'est inscrit depuis des temps immémoriaux dans les textes. C'est inscrit dans le Code d'Hammurabi, c'est inscrit dans la Lex Aquila de Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ. Parce qu'on parle souvent quand même de cette phase comme un peu l'âge d'or, quoi, ce qu'on entend dans le discours médical, un peu l'âge d'or de la relation médecin-malade. Oui, alors c'était aussi l'âge d'or dans la mesure où la technologie était relativement rudimentaire, les gestes thérapeutiques beaucoup plus simples qu'à l'heure actuelle, et que donc les risques finalement des actes thérapeutiques étaient peut-être inférieurs à ce qu'on connaît maintenant, et c'est ça que les gens veulent pas comprendre. C'est paradoxal. Ah oui, les gens veulent pas comprendre, c'est qu'ils pensent actuellement que la médecine est toute puissante, qu'on pourra toujours les guérir, quelle que soit la sévérité de leur maladie, et qu'ils ont droit à la guérison. Alors que les technologies nouvelles, dans tous les domaines, en radiologie interventionnelle, en chirurgie, etc., ont fait apparaître des risques qui n'existaient pas auparavant. Et ça
c'est très paradoxal, mais c'est la réalité. Exercice 7. Nous allons consacrer notre débat de ce matin à la judiciarisation des rapports médecin-malade. Le juge s'est en effet invité dans cette relation. Ou plus exactement, il a été convoqué, le plus souvent par les patients, pour arbitrer des différends majeurs que connaissait cette relation. Le cas des médecins n'est d'ailleurs pas isolé. Ils n'ont fait que suivre les hommes politiques, les travailleurs sociaux, les hommes d'affaires, les juges eux-mêmes, dans ce phénomène général que l'on pourrait appeler la fin des immunités. Mais ici comme ailleurs, cette judiciarisation de la relation de soins n'est pas sans générer des effets pervers. Alors, que penser de cette implication du juge ? A-t-elle amélioré la qualité de la relation médecin-malade ? N'a-t-elle pas plutôt introduit de la méfiance et généré des stratégies défensives de la part du corps médical ? Ce sont les questions que l'on va se poser ce matin avec mes deux invités, Jean-Marc Morin, qui est magistrat mais qui est actuellement directeur des affaires juridiques et des droits du patient à la PHP, c'est-à-dire à l'assistance publique hôpitaux de Paris, et qui en débattra avec le professeur Jean-Paul Chigot, qui est ancien chef de service du service de chirurgie viscérale et endocrinienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans lequel il a exercé depuis 40 ans, et qui a également exercer les fonctions de médecin conseil auprès du service juridique, c'est dire s'il est averti de ces questions. Mais d'abord, pour que les auditeurs se rendent compte, Jean-Marc Morin, quelle est la réalité de cette judiciarisation ? Est-ce qu'il est exact qu'on a assisté ces dernières années à une intensification, à une augmentation des procès des malades contre leurs médecins ? Bonjour d'abord. Bonjour. Je voudrais un peu remplacer le cadre du débat au niveau de la science publique hôpitaux de Paris. La science publique hôpitaux de Paris, c'est 37 hôpitaux, 90 000 personnes, 750 services, 1 million d'hospitalisations, 1 million de passages aux urgences, 14 millions d'actes médicaux et 36 000 naissances. Donc on voit bien qu'il y a quand même une activité extrêmement importante. Et en face de ça, les chiffres que j'ai depuis plus de 6 ans où je suis donc à ce poste, et 1250 à peu près réclamations ou plaintes par an. Donc il faut relativiser considérablement. C'est quand même extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Le phénomène de la judiciarisation... Et là-dessus, combien de poursuites pénales ? Parce que c'est ça, finalement, qui hante la relation médecin-malade. Actuellement, le nombre de poursuites pénales à la PHP est de l'ordre de 5. Les médecins, eux, ils interprètent très mal tout ça. Et à chaque fois qu'il y a une réclamation, je vois des chefs de service, pourtant expérimentés, d'un certain âge, qui n'ont qu'une terreur, c'est d'être mis en cause en pénal. Alors que finalement, comme l'a dit Jean-Marc Morin, c'est tout à fait exceptionnel. Et ça, c'est également, il faut qu'on l'explique aux médecins, c'est pas seulement au public. C'est ça. Donc, oui, Jean-Marc Morin. Il y a une confusion claire dans l'esprit, et des journalistes d'ailleurs, et des patients, qui est qu'une plainte est pénale. C'est ça, parce que vous avez parlé de réclamation. Ce n'est pas le cas. Oui, si j'ai parlé de réclamation, c'est qu'il y a une vraie nuance. Mais alors, est-ce que, Jean-Paul Chigot, est-ce qu'une des difficultés de la médecine, des évolutions contemporaines de la médecine, c'est pas cette multiplicité d'intervenants ? Il y a bien un patient, mais il n'y a pas en face un seul médecin. Il y a une équipe. Oui, mais ce que je pense aussi, c'est que, comme vous l'avez dit il y a un instant, c'est qu'effectivement, il y avait autrefois un couple médecin-malade qui était soudé par une relation de confiance absolue du malade envers le médecin. Et ce couple a été un petit peu violé par l'apparition d'autres intervenants, aussi bien des magistrats que des avocats, des médecins conseils, etc. Vous l'avez connu, cette relation, Jean-Paul Chigot ? Oui, absolument. Mais c'était d'ailleurs, c'était a posteriori. On se dit que c'était pas bien, parce que c'était l'époque où, bien que l'information des malades
fasse partie des devoirs éthiques depuis toujours, puisque dans le code d'Hammurabi, on en parle déjà. Il n'empêche que l'information donnée par les médecins était totalement négligée et que un chirurgien pouvait imposer un acte chirurgical, même s'il n'était pas justifié, sans la moindre discussion. Donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi une chose qui n'existait, qui a mis longtemps à apparaître, c'est la notion de faute médicale. Et moi, au début de ma carrière, on ne parlait jamais de faute médicale, alors que là encore, c'est inscrit depuis des temps immémoriaux dans les textes. C'est inscrit dans le Code d'Hammurabi, c'est inscrit dans la Lex Aquila de Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ. Parce qu'on parle souvent quand même de cette phase comme un peu l'âge d'or, quoi, ce qu'on entend dans le discours médical, un peu l'âge d'or de la relation médecin-malade. Oui, alors c'était aussi l'âge d'or dans la mesure où la technologie était relativement rudimentaire, les gestes thérapeutiques beaucoup plus simples qu'à l'heure actuelle, et que donc les risques finalement des actes thérapeutiques étaient peut-être inférieurs à ce qu'on connaît maintenant. Et c'est ça que les gens veulent pas comprendre. C'est paradoxal. Ah oui, les gens veulent pas comprendre, c'est qu'ils pensent actuellement que la médecine est toute puissante, qu'on pourra toujours les guérir, quelle que soit la sévérité de leur maladie, et qu'ils ont droit à la guérison. Alors que les technologies nouvelles, dans tous les domaines, en radiologie interventionnelle, en chirurgie, etc., ont fait apparaître des risques qui n'existaient pas auparavant. Et ça c'est très paradoxal, mais c'est la réalité.